On a quasiment tous déjà pris un antidouleur ou un anti-inflammatoire, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui se passe vraiment dans notre corps juste après? C'est tout sauf simple. En fait, c'est une cascade biochimique assez fascinante qui se met en route. Et c'est justement ça qu'on va décrypter ensemble. Comment ces médicaments fonctionnent pour de vrai? Et ça nous amène à une question centrale en fait. L'inflammation, c'est notre ami ou notre ennemi? On a tendance à la voir comme le grand méchant à combattre à tout prix. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? La réponse, eh bien, elle est cruciale. C'est la clé pour tout comprendre. Pourquoi les antidouleurs marchent, mais aussi pourquoi ils ont des limites et des risques. C'est vraiment le fil rouge de nos discussions. Alors, voilà le programme. D'abord, on va essayer de comprendre ce qu'est l'inflammation. Ensuite, on verra les différentes manières de gérer la douleur. Après ça, on va plonger un peu dans la chimie du corps, promis, ça sera simple. Et pour finir, on parlera d'un sujet essentiel, les effets secondaires. Allez, on y va. Ok, première étape, le système d'alarme du corps. On va essayer de bien comprendre l'inflammation. Et pour ça, le plus important, c'est de changer notre regard. Il ne faut pas voir l'inflammation comme une maladie, non, mais plutôt comme une réaction de défense. Une réaction super importante même. En gros, l'inflammation, c'est un peu les pompiers de notre corps. Dès qu'il y a une agression, que ce soit une blessure ou une infection, hop, ils débarquent. Et tous les signes qu'on déteste, la chaleur, la rougeur, le gonflement, la douleur, eh bien ce n'est pas ça le problème, au contraire, c'est la preuve que les secours sont en train de bosser, que la réparation a commencé. C'est donc une réaction tout à fait normale et même vitale. Bon, maintenant qu'on a posé les bases sur l'inflammation, voyons comment on s'y prend pour la calmer. Et là, attention, il faut bien comprendre une chose, tous les antidouleurs ne jouent pas dans la même catégorie. Ils s'attaquent à la douleur de façon très très différente. Commençons avec les antalgiques. Le truc à retenir, c'est qu'ils s'occupent du symptôme, c'est-à-dire la douleur, mais pas du tout de la cause. L'image est simple, c'est comme si on baissait le son de l'alarme incendie. C'est sûr, ça fait moins de bruit, mais le feu, lui, il est toujours là. Pour gérer la douleur, imaginez qu'on peut agir à plusieurs étages, un peu comme dans un immeuble. C'est le principe des 3 paliers définis par l'OMS. Le premier niveau, c'est le rez-de-chaussée. On agit directement là où ça fait mal, sur les nerfs locaux. C'est le cas du paracétamol par exemple. Si ça ne suffit pas, on monte d'un étage. Le deuxième niveau bloque le message de la douleur un peu plus haut, dans la moelle épinière. Là, on trouve des choses comme la codéine. Et enfin, tout en haut, le dernier étage, pour les douleurs vraiment intenses, on agit directement sur le grand patron, le cerveau. Et là, on parle de la morphine. Ce tableau, il résume tout parfaitement. C'est vraiment la différence de stratégie. D'un côté, les antalgiques, qui ciblent le symptôme. C'est l'idée de baisser le volume de l'alarme. On masque le signal de la douleur. De l'autre côté, les anti-inflammatoires, eux, ils s'attaquent au processus. Ils ne se contentent pas de baisser le son, non, ils vont carrément couper le courant de l'alarme. Ils stoppent à la source ce qui crée la douleur. Bon, mais alors comment ça marche concrètement ce processus? Maintenant, on va mettre les mains dans le moteur. On va plonger au cœur de la mécanique du corps, dans ce qu'on appelle la cascade inflammatoire. Et tout commence avec un nom un peu barbare, l'acide arachidonique. En fait, c'est simple. Quand une de nos cellules est abîmée, elle le libère. Pensez-y comme la matière première de base. C'est le bloc de départ, le point de départ de toute l'usine de l'inflammation. Ok, donc si l'acide arachidonique, c'est la matière première, il faut une machine pour la transformer. Cette machine, c'est une enzyme qui s'appelle la cyclooxygénase, ou COX pour les intimes. Son job, c'est de prendre l'acide arachidonique et de le transformer en autre chose, des prostaglandines. Et ce sont elles, les prostaglandines, qui sont responsables de la douleur et de l'inflammation. Du coup, on voit tout de suite où est la cible parfaite pour un médicament, n'est-ce pas? C'est cette enzyme, la COX. Ce schéma, il illustre parfaitement cette idée d'usine chimique. Tout en haut, on a notre matière première, l'acide arachidonique. Ensuite, des enzymes, notamment notre fameuse COX, entrent en jeu. Ce sont les machines qui vont transformer la matière première pour fabriquer le produit final. Et ce produit final, ce sont les prostaglandines, celles qui vont appuyer sur le bouton de l'alarme, de la douleur. Parfait. Maintenant qu'on a le plan de l'usine, voyons comment on peut la saboter. C'est là qu'interviennent les fameuses AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Regardez, sur le schéma, c'est limpide. Les AINES, que ce soit l'ibuprofène, l'aspirine et bien d'autres, leur mission est simple, bloquer l'enzyme COX. C'est littéralement comme si on mettait un bâton dans les roues de la machine. Si la COX est bloquée, eh bien la transformation de l'acide arachidonique ne se fait plus. Pas de transformation, pas de prostaglandine. Et le résultat est logique, moins d'inflammation et donc moins de douleur.
Alors attention, quand on dit INS, c'est un terme un peu générique. En réalité, c'est une grande famille qui regroupe plein de sous-groupes chimiques. On le voit bien ici, l'aspirine et l'ibuprofène, par exemple, ne sont pas de la même branche. Mais ils ont tous le même objectif, bloquer la COX. C'est leurs petites différences de structure qui vont expliquer pourquoi ils n'ont pas tout à fait les mêmes effets, la même tolérance, et surtout pourquoi on ne peut pas les remplacer l'un par l'autre comme ça. Maintenant, on monte encore d'un cran. On passe à l'artillerie lourde des anti-inflammatoires. Si les ANS, c'était le bâton dans les roues, les corticoïdes, c'est carrément le gros bouton rouge d'arrêt d'urgence de toute l'usine. Reprenons notre schéma. Vous voyez, les corticoïdes ne s'embêtent pas à attendre que la machine soit lancée. Non, ils agissent beaucoup plus tôt. Ils vont bloquer une autre enzyme, la phospholipase A2. Et cette enzyme, c'est celle qui est responsable de la libération de la matière première, l'acide arachidonique. Donc en la bloquant, les corticoïdes coupent le robinet à la source. Toute la chaîne de production ne peut même pas démarrer. Et c'est précisément parce qu'ils agissent tout au début du processus que les corticoïdes sont si puissants. Ils ne bloquent pas juste une petite partie de la chaîne de montage, ils arrêtent tout. C'est ce qui en fait des anti-inflammatoires d'une efficacité redoutable. Mais bien sûr, une telle puissance, ça a un prix. Et il faut bien comprendre que les effets secondaires de ces médicaments, ce n'est pas un coup de malchance, non, c'est la conséquence logique, directe, de leur mode d'action, parce qu'ils touchent à des mécanismes vraiment fondamentaux du corps. Prenons les INS. Le problème, c'est que les prostaglandines qu'ils bloquent ne sont pas toutes là pour nous faire du mal. Certaines sont utiles. Par exemple, il y en a qui protègent la paroi de notre estomac. Donc, quand on bloque toutes les prostaglandines, oui, on calme la douleur, mais en même temps, on laisse notre estomac sans défense. D'où les fameux maux de ventre ou problèmes digestifs. Avec les corticoïdes, c'est encore plus marqué. Puisqu'ils coupent le courant tout au début d'un processus essentiel, les conséquences se font sentir un peu partout. Leurs effets peuvent toucher quasiment tous les systèmes de l'organisme. C'est ce qu'on voit très bien sur cette image. Par exemple, en bloquant l'inflammation, qui est une pièce maîtresse de notre système immunitaire, on devient forcément plus fragile face aux infections. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça peut perturber le métabolisme, fragiliser les os et même jouer sur l'humeur. On voit bien ici que le rapport bénéfice/risque est quelque chose de très important à considérer. Finalement, tout ça nous ramène à une question d'équilibre. Comprendre comment ces médicaments marchent, c'est surtout comprendre qu'on ne peut pas juste appuyer sur un interrupteur off dans notre biologie sans qu'il ait des conséquences ailleurs. Chaque fois qu'on prend un de ces médicaments, c'est un peu comme une négociation avec notre corps. C'est un arbitrage permanent entre le soulagement qu'on recherche et le prix qu'on est prêt à payer.